Le grand oral des grandes gueules. Julien Aubert, le député Les Républicains de Vaucluse, candidat à la présidence de son parti. Il va nous expliquer pourquoi dans un instant. Bonjour Monsieur Aubert. Bonjour. Mais tout d'abord une question simple, et j'attends une réponse simple. Est-ce que François de Rugy doit démissionner? Pas à ce stade. Ah, pourquoi? Eh oui. Non, parce que moi, je fais pas de la stade pub. de la langouste. Non. Il faut jamais manger la langouste trop tôt. Aujourd'hui, si vous voulez, on a des accusations dans la presse. Moi, je dis, faisons la transparence déjà sur les justificatifs. Voyons ce qu'il en est. Ayons son son de cloche devant la conférence des présidents, c'est-à-dire en fait les présidents des groupes politiques. Faisons-le rembourser éventuellement l'argent qu'il devrait, parce qu'il aurait dépensé peut-être sur fonds publics, ce qui n'aurait jamais dû être. Après, il y a une question politique qui se pose, mais qui le regarde lui le soir devant son miroir. Je vois qu'il en 24 heures, il s'est débarrassé de sa directrice de cabinet. Je remarque que la moralisation ne fonctionne pas à la même vitesse suivant les tâches du ministère. Mais après, c'est à lui de voir. Alors, quand vous dites il doit être entendu par la conférence des présidents, c'est quoi? C'est prévu ça? Non, c'est pas prévu, mais je crois que c'était pas non plus prévisible. Enfin, jusqu'à l'arrivée de François de Rugy, je crois qu'on n'avait pas eu le cas d'un président de l'Assemblée nationale qui se fasse pincer homard dans la main gauche et grand cru dans la main droite. Donc, du coup, il faut inventer une procédure. Qui se fasse pincer ou qui utilise l'argent public pour dépasser un peu? Ou plus exactement, qui se fasse prendre par Mediapart. Également. Parce que non, alors, c'est ça Julien la question. Aubert. Non, mais en fait, c'est Ouais, ça la question qui compte. C'est ce fric quand même dont peuvent user. C'est quotidien ou pas? Un peu sans contrôle, bien qu'on nous dise qu'il y en ait, mais un peu sans contrôle sur la représentation. On ne sait pas bien ce que ça cache, la représentation. Ce fric, est-ce qu'il faut remettre ça en cause? Et est-ce qu'on doit avoir un contrôle plus strict? Parce que je pense que lui s'est fait gauler, mais que beaucoup d'autres l'ont fait. Je crois de toute façon, c'est la déontologie après qui fait, vous savez, vous pouvez pas mettre un policier derrière chaque député, derrière chaque élu. Moi, je rends des comptes, j'ai fait mes justificatifs, je garde mes factures de sandwich. La réalité, c'est que si vous voulez un jour tricher, vous avez 24 heures sur 24, le temps d'y réfléchir. Donc que le président de l'Assemblée nationale ait des frais de représentation, c'est normal. Que lorsque vous ayez un dîner à l'hôtel de Lacé avec des personnalités extérieures et qu'on sorte des crus qui représentent la gastronomie française, c'est normal. Qu'ensuite, dans un cadre privé qui ne regarde pas ses fonctions, il en profite pour vivre un peu sur la cave de l'Assemblée nationale, c'est déjà beaucoup moins normal. Et vous savez, Mais lui, il dit que c'est pas un dîner privé. Mais non, mais moi, à la limite. Donc si c'est pas un dîner privé, est-ce qu'il y a vraiment débat? Moi, je lui demande. Moi, je vois ce qui est dans la presse. Je lui demande pas la liste des invités, d'ailleurs. Mais la liste des invités, elle a été Simplement, vous publiée. savez, il y a des choses, On l'a, il y a la des liste choses des très invités. simples à voir. Vous faites l'inventaire de la cave de l'Assemblée nationale. Vous voyez quelle était la valeur du stock avant, quelle était la valeur du stock après, et vous déterminez si par rapport à ce qui était communément fait sous les autres présidences, il y a eu un accident de parcours ou il n'y a pas eu d'accident de parcours. Voilà. Après, quand je vois les photographies, je pense qu'elles font mal à l'image de la représentation nationale, parce que je voudrais quand même rassurer les gens ici. Moi, je n'ai jamais bu d'Ikem. C'est pas. J'aurais bien aimé être invité peut-être aux festivités de M. de Rugy, mais c'est pas le cas. Mais vous auriez été président de l'Assemblée nationale, vous auriez sans doute fait pareil. Non. Vous n'auriez jamais fait de beaux dîners comme tous les présidents de l'Assemblée nationale ont fait. Je serais président de l'Assemblée nationale. J'aurais sans doute eu des amis qui seraient venus à la maison. J'aurais payé de ma poche la partie. Et je veux dire, vous n'êtes pas obligé de sortir du mouton Rothschild. Si vous voulez. Il aurait sorti un vin de Bordeaux de la cave de l'Assemblée nationale. Donc maintenant, on va juger de la qualité du vin. Non, mais cette affaire n'aurait jamais surgi. C'est qu'il a, tiré sur la corde, et deux, que en plus, si vous voulez, il donnait des leçons de morale. Parce qu'il faut se rappeler quand même que quand il était président de l'Assemblée nationale, c'est celui qui poussait le plus à la roue en disant « moi je suis le chevalier blanc ». Il a réduit d'ailleurs les frais de... Quand vous donnez des leçons de chasteté et que vous êtes retrouvé dans un bordel, à un moment donné, si vous voulez, vous avez quelques problèmes d'image. Sauf qu'il a, c'est vrai, Étienne a raison, il a quand même réduit les frais de réception de la présidence de l'Assemblée nationale. C'est son argumentation. On parle ici du budget de l'Assemblée nationale. Effectivement, vous avez une ligne de représentation. Mais quand vous allez puiser dans le stock des bouteilles de l'Assemblée, c'est pas dans le budget, c'est dans le bilan. C'est dans le bilan, c'est dans la valorisation. Désolé, je suis un magistrat de la Cour des comptes. C'est dans la valorisation du stock. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est non pas le compte de résultat, mais bel et bien le bilan, l'actif, et regarder si l'actif a été déprécié ou pas. Julien Aubert, ce n'est pas... Je suis allé regarder ce matin. C'est malheureusement pas la première affaire. On se souvient des cigares de Christian Blanc, on se souvient d'Aquilino Morel et de son cireur qui venait à l'Élysée, cirer les pompes. On se souvient, des appartements, de l'appartement d'Hervé Guémard. Enfin, il y a eu régulièrement de ce genre d'histoire. Est-ce qu'on en aura toujours? Est-ce qu'un jour, on peut rêver d'un monde où tout soit au carré? Non, je crois pas qu'on
puisse rêver d'un monde où tout le monde se comporterait bien. C'est comme dans tous les secteurs d'activité. Quand vous êtes au pouvoir, vous êtes évidemment soumis à des tentations. Parce que vous avez des possibilités. Bon, et puis des fois, d'ailleurs, c'est légal. C'est toujours le problème, d'ailleurs. C'est que souvent, tout ça est légal. Ce qu'a fait de Rugy est légal. Oui, c'est légal. C'est quand même un critère important, la légalité. C'est un critère important, la légalité. Parce que la morale, en fait, c'est un peu chacun sa morale, quand même. C'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans la lapidation. Voilà. C'est pour ça que je dis, moi, je ne demande pas sa démission. Voilà. Maintenant, vous évitez de donner des leçons de morale si vous-même, dans votre train de vie, vous ne respectez pas, je dirais, les enseignements que vous prodiguez aux autres. Et puis, deuxièmement, il y a tout simplement... Vous savez, c'est pas un texte qui viendra, c'est du bon sens. C'est-à-dire que... Ah si, on peut faire... Non mais c'est du bon sens. On peut contrôler davantage les frais de bouche ou les frais de représentation. Je suis président de l'Assemblée nationale. Je vous invite à prendre un repas convivial. Bon, je ne suis pas obligé de sortir les plus grands crus de l'Assemblée nationale, systématiquement. C'est une question de mesure, en fait. C'est une question de mesure, tout simplement. Oui, mais qui mesure la mesure, j'ai envie de dire C'est les journalistes de Mediapart. Vous ne pourrez pas... quand, évidemment, vous avez sorti de parcours, bon, là, en l'occurrence, je ne sais pas qui a joué le corbeau. Je sais qui a joué le homard, mais le corbeau, je ne sais pas. Mais dans le cas d'espèce, si vous voulez, je crois que vous ne mettrez pas un policier derrière chacun. Ça repose sur la déontologie et donc le meilleur contrôle, ce sont les gens. C'est le vote. C'est qu'à un moment donné, parce que des affaires comme ceci, là, c'est l'exécutif, enfin, c'est l'exécutif du législatif. Mais vous avez des maires qui ont été des ministres. Pourquoi les gens les réalisent ? Moi, j'avais écrit un livre, on en était venu parler ici, Salaud d'élus. La difficulté, c'est que vous avez des gens dont on sait pertinemment qu'ils ne respectent aucune règle, puis ils sont reconduits. Donc, voilà. Moi, je plaide, si vous voulez, je crois que c'est d'abord la déontologie personnelle, votre éducation, la manière dont vous concevez votre charge. Et ça, Parce que ça, je veux dire, cette histoire... L'opposition peut s'en réjouir, mais ça fait du mal à toute la classe politique. Ouais, les Français, ils vont déjà s'en prendre à Macron, dire voilà, sa mise de Macron, mais derrière, c'est le tous pourri qui ressort. Vous avez parfaitement raison, et moi, je ne m'en réjouis pas du tout. J'ai écrit ce courrier à mes 577 collègues parce que je suis très en colère. Je suis très en colère parce que j'en ai assez de cette hypocrisie. J'étais, moi, très réservé, si vous voulez, sur cette transparence, parce qu'en fait, elle encourage la suspicion. À un moment donné, en démocratie, il faut faire confiance. Voilà. Si vous me confiez des fonds pour travailler, il faut partir du principe que je vais bien les utiliser. Qu'il y ait des contrôles. Oui, mais alors dans ce cas-là, on ne met pas des limitations de vitesse sur les routes. On peut penser que tous les automobilistes vont rouler correctement, mais il faut quand même des règles. Qu'il y ait des contrôles, c'est très bien. Qu'il y ait des règles, c'est parfait. Maintenant, je n'étais pas d'accord avec De Rugy quand il poussait à la roue en disant on va vous donner exactement minute par minute ce qu'on fait, etc. Et donc, voyant que, encore une fois, un des grands héros de la gauche morale, c'est pas la première fois sur d'autres sujets, qui donnait des leçons à tout le monde, se retrouve la main dans le pot de Nutella, honnêtement, je suis en colère parce que je vais le payer. Moi, après, quand je vais me retrouver, j'aurai toujours quelqu'un qui me dira alors, monsieur Aubert, les grands crus à l'Assemblée nationale. Donc, ça n'est pas mon cas. Non, mais je comprends. Vous êtes dans une sorte d'alternative diabolique, ou bien vous ne dites rien et vous êtes un peu indulgent parce que c'est pas illégal et on va vous taxer de complicité avec l'ensemble du monde politique qui sucre, ou bien vous tombez dans une manière de piège de Mediapart qui choisit quand même soigneusement ses proies, et donc c'est pas terrible tout ça. C'est vrai. Mais je vais vous dire, ça restera entre nous et avec les auditeurs. Vous pouvez compter sur notre discrétion. Oui. On dira rien. Quand je discute avec le personnel de l'Assemblée nationale depuis que cette affaire est sortie, le son de cloche, c'est pas ce pauvre président qu'on vient pour chasser, alors qu'en réalité, voilà, le son de cloche, c'est vous n'en connaissez que la moitié, monsieur le député. Voilà. Donc, si vous voulez, je ne veux pas connaître l'autre moitié, chacun fait son travail. Donc, en gros, vous voulez pas l'enfoncer, mais vous faites tout pour ça, quoi. Non, mais ça veut dire qu'on est face à un individu qui a pété un peu un câble avec. Ce que je veux dire, c'est que. On découvre qu'il aime le luxe. Ce que je veux dire, c'est que j'essaye de rester honnête. Tout en pensant fondamentalement que ce qui lui arrive, il le mérite. Vous savez ce que je pense. Mais je ne veux pas. Je veux garder à chaque étape sa mesure parce que les Savonarols, c'est pas bon non plus. Non. Je ne joue pas le Savonarole et moi j'ai pas demandé, si vous voulez, qu'on publie la liste des invités qui démissionnent, que. La liste des invités, on l'a. Enfin, quand vous dites, on en connaît que la moitié. Oui, mais pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Non, mais il faut aller jusqu'au bout. Si le débat, c'est sur est-ce que ce sont des amis, pas des amis, des représentations, il faut savoir qui était à ces dîners. Il faut aller jusqu'au bout de l'histoire. Mais c'est pour ça qu'il ira s'expliquer devant la conférence des présidents. Je pense qu'il y a un phénomène psychologique puissant. Même dans une période où tout se sait, c'est l'ivresse des cimes.
Je pense que vraiment, qui atteint les meilleurs des fois. Quand vous vous retrouvez à l'hôtel de la Sey, eh ben, vous êtes enivré par le parfum du château Ekem et par le fait que vous êtes le président de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a un phénomène vraiment qui... L'ivresse du pouvoir. L'ivresse du pouvoir qui fait qu'on oublie même les contraintes médiatiques chaque jour, plus il est mauvais en plus sur ce coup-là, il se fait prendre en photo. Voilà, non mais c'est terrible. Ouais, mais alors il y a un sentiment d'impunité, mais alors c'est toujours la même histoire. Alors, en fait. Il y a quand même des gens qui résistent. Beaucoup. Parce qu'on parle, si vous voulez, toujours des canards boiteux, mais enfin, vous avez beaucoup de ministres de droite, de gauche, qui ne sont pas tombés dans ce travers, donc faut pas, voilà. Et puis deux, moi, ce qui m'a agacé, c'est la formule que j'ai lue dans la presse disant, non mais vous comprenez, on a organisé ces dîners pour rester connectés. Enfin, je veux dire, vous dites, non mais, mettons-nous, on sort quand même d'une crise de gilets jaunes. Moi, je connais des gens qui sont à la fin du mois à 50 € ou à 30 €, et vous avez ensuite quelqu'un qui dit, vous comprenez, on vit des grands crus pour qu'ils restent connectés avec... Enfin, tout ça est indécent. Mais pour rester connecté, il faut dîner avec Jean-Michel Apathy. Mais ce qu'il a fait n'est pas, permettez-moi de vous dire, ce qu'il a fait n'est pas non plus très, de mon point de vue, très correct. C'est-à-dire que quand vous allez à un repas, Julien, voilà, il est à un repas, puis après il dit, mais non, mais c'est à l'insu de mon plein gré. Il a craché dans le bisque de homard. Non, là, Apathy, il s'est pas grandi. Apathy, il est 11h14. Julien Aubert, on va parler de la droite. Il paraît qu'elle n'est pas morte. Vous allez me dire pourquoi. À tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules. La suite du grand oral de Julien Aubert face à Étienne Libic, Joël Dagossiri, Gilles-William Goldnadel. Parlons de la droite. Vous êtes candidat à la présidence de votre parti, les Républicains. Pourquoi ? Parce que j'ai une différence de méthode avec les autres candidats. Je crois que pendant longtemps, on a mis plein de sujets sous le tapis à droite. Moralité, on ne dit plus rien, on fait de l'eau tiède. Et on a notamment perdu le contact avec les classes populaires. Et moi qui viens du RPR, ça me fait mal parce que j'ai connu un parti qui était un parti du métro à 5 heures. Vous aviez toutes les classes d'âge, toutes les générations, toutes les sociologies. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et je vois aussi des gens qui ont récupéré sur notre droite ou sur notre gauche, je dirais, notre patrimoine, entre guillemets, génétique. Et ça, je le vis également mal. Donc je crois qu'il faut trancher, je ne crois plus au parti unique. Je crois qu'on doit aller vers... il y a une divergence sociologique en France entre les villes et les campagnes, entre les gagnants et les perdants. Donc on devrait en réalité avoir deux partis de droite unis dans une confédération avec un seul président qui serait notre candidat à l'élection présidentielle, mais avec des lignes claires sur ce que nous voulons faire. Voilà. Et donc moi je veux en tout cas que les Républicains... Sauf qu'il y a une partie de la droite qui est au pouvoir. Oui. Voilà. Et il y a une partie seulement. Oui, il y a une partie. Et donc celle qui n'est pas au pouvoir, c'est le RPR d'avant ? Non, vous avez effectivement le RPR d'avant, et puis après vous avez des gens qui ne sont pas forcément, qui sont effectivement plus modérés peut-être, mais pas d'accord avec Emmanuel Macron. Et donc ça suppose un vrai effort intellectuel, parce que quand on dit on n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron, on dit votez pour nous. La question c'est pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a à reprocher ? On peut pas. Avant, vous aviez le clivage droite-gauche, donc vous n'aviez pas besoin d'expliquer aux gens pourquoi on n'était pas socialiste. Ils savaient très bien ce qu'étaient les socialistes. Là, on a un adversaire particulier qui finalement a débordé des deux côtés, qui est ambivalent souvent. Et donc, pour moi, le logiciel économique n'est pas tant un logiciel libéral qu'un logiciel néolibéral, c'est-à-dire favorable à certaines catégories, notamment, je pense au capital mobile, plutôt défavorable à la propriété, par exemple, dans sa politique. Mais vous dites que la droite doit changer sa ligne politique économique. C'est-à-dire que la droite, celle que vous rêvez, n'est pas une droite libérale. C'est une droite un peu gaulliste, étatiste. Ça dépend ce qu'on entend par le mot libéral. S'il s'agit de dire qu'on doit évidemment libérer l'entrepreneuriat, abaisser les charges, je suis libéral. Maintenant, le libéralisme, c'est pas forcément être d'accord pour le libre-échange avec le Mercosur ou le CETA, parce que moi je regarde les dégâts que l'ouverture commerciale à tout craint a fait dans des départements comme le mien. Deuxièmement, c'est pas être favorable à la libre concurrence dans tous les domaines, parce qu'il y a des domaines où ça ne s'applique pas. Et ça par exemple, les aéroports de Paris, vous les privatisez ou pas ? Naturel. Enfin, on privatise un monopole naturel. Vous regardez ce qui est arrivé à Heathrow en Angleterre, et vous vérifierez que les lignes nationales ont été évincées au profit des gros porteurs, parce qu'évidemment, si vous gérez des boutiques, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez plutôt envie d'avoir des Chinois qui viennent passer 8 heures à Roissy que le type de Marseille qui va passer 3/4 d'heure parce qu'il est là pour la journée. Bon, pareil sur l'ouverture à la concurrence. Qu'on le fasse sur des secteurs où ça a une utilité, oui, mais là je travaille sur le marché de l'électricité. Après, on s'étonne d'avoir une augmentation de la facture d'électricité. Mais ça vient du fait que vous avez un marché de la concurrence sur le marché électrique qui est un faux marché. Pareil, oui, mais parce que c'est un faux marché. Si c'était un vrai marché, ça baisserait. Oui, mais ça, il y a des fausses
fois, vous ne pouvez pas, si vous voulez, il faut être pragmatique en économie. Voilà. Donc, par exemple, sur les privatisations, il y a des domaines où ça se comprend. Évidemment, quand même, François Mitterrand avait nationalisé une bonne partie du secteur bancaire, que la droite soit pour une privatisation, ça s'explique. Maintenant, vous avez des sujets où on n'a pas forcément besoin. Je regarde par exemple ce qu'on a fait sur les concessions autoroutières, où, voilà, qu'on a confié au privé. Elles ont fait une très belle affaire. Donc, on a peut-être été un mauvais investisseur. Donc, en tout cas, je crois que sur la politique économique et surtout sur la politique industrielle, où l'État stratège a totalement disparu, on a complètement disparu, il y a besoin, effectivement, du retour de l'État. Joël Dagosseri. Alors moi j'entends, hein, vous avez dit que la droite n'était pas morte. Les signes de vie, pour moi, les signaux sont faibles, vraiment faibles. J'ai voté pour Emmanuel Macron, mais moi j'estime que le fait qu'il puisse bouffer tout l'espace politique, ça me gêne. Je préfère une opposition parce que j'ai envie peut-être de changer d'avis plus tard et d'avoir quelque chose, une alternative. Voilà, donc en termes d'alternative, aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, parce qu'il y a eu les Gilets jaunes, pour une personne comme moi, qui est de la classe moyenne, qui aujourd'hui, alors... Emmanuel Macron a redonné un peu de pouvoir d'achat parce qu'il a fait baisser les charges salariales et tout, mais bon, qui aujourd'hui se retrouve à quand même payer quasiment tout plein pot, et qui ne s'y retrouve pas parce que dans les Gilets jaunes, ceux qui ont manifesté, notamment, c'est peut-être pas, quand je dis ma classe moyenne, elle est large, mais ma classe moyenne à moi, c'est-à-dire celle qui n'a pas de, à part l'école gratuite, les hôpitaux gratuits, mais en tout cas, il y a pas de CAF, il y a le quotient familial, il est au max, tout est au max. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour des personnes qui sont comme moi, voilà. Déjà d'arrêter, si vous voulez, de bâtir nos politiques économiques en oubliant justement ces classes moyennes. C'est-à-dire qu'en réalité, on est toujours en train, on a essayé, parce qu'on a une bonne partie de la population qui malheureusement se paupérise, donc on est obsédé par le désir de bâtir des filets sociaux. On a les très riches sur lesquels on a effectivement plutôt fait des avantages fiscaux pour encourager la théorie du ruissellement. Et au milieu, vous avez en réalité un problème d'injustice sociale, parce que vous avez des gens qui ne sont ni éligibles à la plupart des aides, mais qui n'ont pas suffisamment, je dirais, de revenus pour pouvoir s'en sortir. Et avec des cas redoutables, quand vous descendez à la maille de l'individu, où facialement vous pouvez avoir le même revenu, mais en termes de pouvoir d'achat réel, vous vous retrouvez avec des différences majeures. Et donc moi, je plaide notamment pour intégrer dans l'impôt sur le revenu la notion de dépenses contraintes. C'est-à-dire pour calculer votre impôt sur le revenu sur votre véritable pouvoir d'achat, votre véritable revenu. Quand vous êtes très endetté, par exemple, j'ai fait une proposition de loi qui portait plutôt sur les gens qui avaient des minima sociaux. Bon, vous avez des gens qui se retrouvent à la fin hors dépenses contraintes, ça, une fois qu'ils ont dépensé le téléphone, les transports, etc., il leur reste 10 €. Est-ce que, j'ai rencontré des cas réels, est-ce que en France, aujourd'hui, ça satisfait les gens ? On devrait réfléchir par rapport au seuil de pauvreté. On devrait garantir en tout cas que le revenu après ces dépenses contraintes soit quand même d'un niveau décent. Mais comment le garantit ? Qui garantit et... Je comprends pas. C'est très simple. C'est dans le calcul. Aujourd'hui, dans le calcul des allocations sociales telles que vous le faites, on ne prend pas en compte ce que vous devez payer. Des choses où avant même d'avoir commencé à bouger le début de mois, vous allez les payer. Le chauffage, l'énergie, vous avez vu qu'il y a des gros débats là-dessus, les transports et l'habitation. Et on doit garantir que quelqu'un qui vit de minima sociaux, ce qui n'est pas votre cas, madame, bien, après avoir tenté de se loger, de se chauffer et d'essayer de trouver du travail, puisse vivre. Étienne Liebig. J'ai une question à vous poser parce que j'ai écouté votre collègue Jacob et je vous écoute. Qui est candidat aussi à la présidence. Et moi j'ai l'impression qu'en fait vous pensez beaucoup plus loin que les échéances prochaines et que vous pensez, parce que je crois que le macronisme ça n'existe pas et je crois que quand Macron va partir d'une manière ou d'une autre, tout ce château de cartes macroniste va se casser la gueule. Et que finalement, on va se retrouver grosso modo avec un paysage politique. Ce bon vieux clivage. Ouais, ce bon vieux clivage. Et que je pense pas que vous ayez d'espace, ni vous ni Jacob, sur actuellement, vous essayez de trouver des nouvelles valeurs qui seraient... Donc il doit attendre que Macron s'en aille ? Ouais. Ah bon, d'accord. Bon, ben Julien Aubert, bonnes vacances. Vous avez raison, non, mais... Bonnes vacances, on se retrouve dans 3 ans. Non, mais très honnêtement, je pense que vous le savez. Non. En plus, je pense que vous le savez, que vous nous vous racontez vous trompez sur deux choses. Non, vous avez raison d'abord sur un point.
Je crois qu'effectivement, le macronisme tient par Emmanuel Macron. Je crois que s'il s'écroule, derrière, vous verrez qu'il n'y a effectivement pas grand-chose. Bien sûr. Simplement, ce que j'essaie de faire, moi, c'est de renouer avec une tradition politique qui a disparu dans les années 80, qu'on appelait à l'époque le gaullisme, et qui correspond à une matrice de la société où nous défendons la nation, donc c'est patriote, où nous défendons un État stratège et un aménagement du territoire, parce que je crois... Ça s'appelle le Rassemblement National, ce que vous nous décrivez là. Non. Aujourd'hui, le Rassemblement National est plutôt sur l'idée de l'État qui intervient. Le Rassemblement National est un conglomérat de différents mouvements. Vous avez dedans des gens qui sont très libéraux, vous avez des gens qui sont quasiment socialistes, vous avez des gens qui sont de droite et effectivement qui partagent mon opinion et qui sont partis de l'UMP parce qu'ils ne trouvaient comme plus... Mariani. Voilà, comme Mariani, et vous avez des gens qui sont d'extrême droite. Bon, mais il y aura toujours une différence. Moi, la différence, si vous voulez, elle passe à travers le Rassemblement National. Je suis un patriote, je ne suis pas un nationaliste. C'est-à-dire que j'aime mon pays parce que je crois que c'est la seule manière, si vous voulez, de lutter contre les communautés et contre l'individualisme. Mais je ne suis pas, je n'aime pas mon. C'est pas, si vous voulez, une haine de l'étranger. J'ai des grandes différences avec le Rassemblement National. Prenez par exemple, quand on vous dit la préférence nationale. L'idée, c'est parce que vous êtes français. Vous devriez avoir un travail d'abord. Bon, moi je vois des gens qui ne sont pas français et qui se lèvent à 5h du matin, mon voisin par exemple. C'est pour qu'il n'y ait pas d'appel d'air. Voilà. Et non, mais à 5h du matin, il se lève, le type il travaille, et je connais d'autres personnes qui ont effectivement, qui sont des citoyens français et qui vivent des minima sociaux. Tout le métro et qui ne cherchent pas à travailler. J'ai plus de respect pour celui qui cherche dans la vie, quand on croit à la valeur travail, quel que soit, qui cherche à s'intégrer dans ce pays, que quelqu'un qui profite du système. William Golnadel. Moi, c'est une question, si j'ose dire, interfamiliale. Est-ce que tu peux te rapprocher de ton micro? À chaque fois des exigences. C'est un ancien secrétaire national de l'UMP qui vous interroge et qui a été profondément marri du climat de débandade après les élections européennes. Donc je vous interroger sur 2 points très précis. Le premier, c'est la réflexion de quelqu'un avec lequel d'ailleurs j'ai travaillé, c'est Geoffroy Didier, qui se permet de conseiller Bellamy, que le lendemain matin à 9h des élections explique qu'il était trop conservateur. Est-ce que ça n'est pas se soumettre à l'idéologie médiatique qui explique bien des choses dans les déconvenus du parti? Deuxième exemple, qui m'a encore beaucoup plus énervé, c'est le fait qu'on interdise, que le président du Sénat interdise à des personnes de dîner sous prétexte que c'était des gens du Rassemblement National. De dîner, je me suis permis même de tweeter, j'ai pris un café avec Marion et je vous emmerde. D'accord? Donc, je voudrais savoir comment vous vous positionnez par rapport à cela. Est-ce que, plus profondément et moins anecdotiquement, vous ne pensez pas que fondamentalement, ce qui explique quand même le succès du Rassemblement National par rapport à la débandade dont je viens de vous parler, c'est le fait de n'avoir pas été notamment suffisamment transgressif avec une certaine idéologie médiatique? Julien Aubert. Oui. Voilà, de manière très courte. Je crois que la politique moderne, d'abord, c'est la sincérité et l'authenticité. Il faut croire dans ce que vous dites. Parce que les gens l'entendent, le sentent. Il faut sortir, si vous voulez, des logiques de communication. Vous avez vos éléments de langage et vous dites, vous essayez de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ça marche plus parce qu'en réalité, notamment tous ces électeurs du Rassemblement National que je côtoie, puisque je suis en Vaucluse, ça les a pas empêchés de voter pour moi. Quelle est la différence? Bien sûr. Simplement, ils ont compris que je les prenais pas pour des imbéciles. Voilà. Et ce sont pas des extrêmes. Ce sont des gens qui sont déçus parce qu'on les a trop longtemps pris pour des imbéciles. J'avais un autre terme qui venait. Et la deuxième chose, c'est que quand on défend la liberté, et la droite défend la liberté, on défend la liberté de penser. Voilà. Après, il faut sortir de l'ambiguïté. C'est-à-dire que, moi je fais une différence, si vous voulez. On a le droit d'avoir tous les opinions. D'ailleurs, sur les sujets, par exemple, de sociétaux, je pense qu'on devrait avoir le débat. Parce qu'une droite qui n'est plus conservatrice, est-ce que c'est encore une droite? Bon, moi je fais partie des gens qui sont conservateurs. Voilà, sans doute. Par exemple, la PMA pour toutes, c'est pas votre truc. Non, mais notamment à cause de la GPA. Je crois que si vous voulez que la PMA va avec la GPA, et je suis alors farouchement, mais vraiment à 100% contre la GPA. Mais moi, j'étais quelqu'un qui est pour. Hein.
De quoi? Pour la GPA. Un homme politique qui est arrivé qui a dit moi je suis pour la GPA. Mais je vous rassure, ceux qui promeuvent aujourd'hui la PMA ne vous disent pas ou disent non mais vous voyez c'est totalement décorrélé. La réalité c'est que c'est la technique du salami. Voilà. Et ça fait 10 ans qu'elle tourne. À chaque fois on vous dit vous inquiétez pas, l'étape d'après n'arrivera pas. Et c'est Orwell parce qu'un jour ce monde arrivera. Et donc si on avait filmé le monde de demain il y a 10 ans, je pense qu'il y a des gens qui auraient voté. Julien Aubert, vous êtes candidat, mais vous, excusez-moi, hein, c'est pas pour être désagréable, mais vous n'avez aucune chance parce que le candidat officiel c'est Christian Jacob. Guillaume Pelletier qui était candidat s'est retiré après avoir vu Sarkozy qui lui a fait comprendre que le candidat officiel c'était Christian Jacob. Donc en fait, c'est vous qui dites que j'ai aucune chance. Moi, je crois au contraire que les adhérents des Républicains, ils n'ont pas envie de mourir, qu'ils ont envie d'avoir un avenir. Mais pourquoi vous êtes mieux que Christian Jacob? Ah ça, si vous voulez, ça, je vais pas vous dire pourquoi je suis mieux que Christian Jacob. Parce que j'ai une autre offre. Non, moi j'ai une autre offre. Ce que je propose, c'est que nous ayons une ligne claire. Moi, les Républicains auront une ligne claire. Christian, sa méthode est différente. Il dit, il faut d'abord rassembler parce que la famille est divisée, et ensuite on parle des sujets qui fâchent. Moi, je vais mettre d'abord les sujets qui fâchent. Et je vais dire, voilà où nous sommes. Après, les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, je peux le comprendre, c'est la démocratie. Dans ce cas-là, organisons-nous différemment. Finissons-en avec le parti unique. Christian est pour le parti unique. Enfin, j'ai des différences de profil assez évidentes. Je suis sans doute moins expérimenté que lui. C'est un défaut. Je suis sans doute plus jeune que lui. Ça peut être un avantage. C'est un choix. Mais en tout cas, je crois que les militants des Républicains veulent la démocratie, qu'ils veulent du pluralisme. Il y a combien des militants des Républicains? Veulent un débat. Il y a le 130 000 votants. Il y aura 130 000 votants. 130 000 votants. Et je crois qu'ils peuvent très bien faire le choix. En tout cas, moi, j'ai mes parlementaires. J'ai une campagne sur Twitter qui marche très bien. Je vois beaucoup de gens qui me parrainent. On est à 10% de l'objectif de parrainage adhérent. Il m'en faut 1300. J'en ai 140 au bout de 3 jours. Et je crois qu'il y a des gens qui attendent cette offre politique. Après, la démocratie, c'est le fait que je ne suis pas ce qu'ils attendent. Mais c'est vrai qu'il faut un choix. Oui, il faut un choix. Donc moi, je le mets sur la table. Après, vous savez, j'ai l'habitude. J'ai déjà perdu des combats, j'en ai gagné d'autres. C'est pas grave parce que ça reste dans une famille politique que j'affectionne. Et moi, j'aime beaucoup. On dit toujours que la droite se tape dessus. Moi, j'aime bien Christian Jacob. Je peux vous en faire la publicité. C'est quelqu'un d'intègre. C'est quelqu'un qui sait mettre de la rondeur. C'est quelqu'un qui a des grandes capacités, des grandes qualités humaines. Donc il a, je dirais, un bon profil. Il peut faire un bon président. Mais son offre politique est différente de la mienne. Moi, je veux revenir à l'héritage gaulliste que nous n'aurions jamais dû cesser de perdre dans les années 80. Merci Julien Aubert, candidat donc à la présidence des Républicains, député de Vaucluse. Merci d'être venu dans les Grandes Gueules. Dans un instant, et même tout de suite, les GG et vous. RMC, les Grandes Gueules, les GG et vous. C'est Yves qui est avec nous. Bonjour Yves. Oui, bonjour Olivier. Vous nous appelez de Bègle, ça va? On roule à 30 km/h là-bas, ça se passe bien? Ah là, j'imagine que vous avez dû en débattre, mais j'ai pas pu écouter. Exactement, c'était cette semaine, vous pouvez podcaster. J'ai regretté parce que c'est vraiment une vaste fumisterie. Bon, mais vous appelez pas pour ça. Vous appelez pour parler de Rugy avec Joël. On va réécouter les propos de Joël Dagosseri. Quand il a été élu, j'ai envie de reprendre quand même un petit peu le début. Tu sais quelle loi a été votée en premier? C'est une loi qui s'appelait pas la légalité de la vie publique, c'est une loi qui s'appelait la moralisation de la vie publique, d'accord? Et donc on n'était pas dans de la légalité, on était dans quelque chose qui venait après l'affaire Fillon, après l'affaire Cahuzac. Donc quand un président arrive au pouvoir et il décide d'abord de mettre cette loi en place, c'est qu'il impulse une politique, et c'est qu'il impulse une manière de faire. Elle a raison. Si, je suis désolée. C'est limite. Vous voyez quand vous parlez les uns sur les autres, ce que ça fait. Bon. Alors Yves, que reprochez-vous au propos de Joël Dagosseri? Bonjour Yves. Bonjour Joël. Je ne saurais reprocher quoi que ce soit à Joël. Ah bon? Simplement, je m'étonne un peu parce que sur le fond de ses interventions, on n'a pas l'impression que ce soit une grande naïve. Et pourtant, là, je pense qu'elle fait preuve d'une grande naïveté si vraiment elle a cru à la moralisation de la vie publique, notamment au travers de cette loi qui a été votée par un Parlement qui était présidé par un monsieur récompensé par Macron pour avoir renié sa signature aussitôt battue aux primaires, pour le rallier, ça me paraissait difficile de croire à la moralité, puisque les deux personnes concernées, Macron et de Rugy, ont montré, je ne vais pas dire qu'ils sont amoraux, mais qu'à tout le moins, ils ne s'embarrassent pas de scrupules moraux dès lors qu'il s'agit de servir leurs intérêts politiques. Donc moi, je n'y ai jamais cru à cette moralisation de la vie publique, et je pense qu'y croire, c'était d'une grande naïveté.
Alors non, je suis vraiment pas normalement naïve, ça peut m'arriver. Par contre, je suis pour quand même ne pas être totalement blasée. Je pourrais l'être, effectivement, mais je suis pour ne pas l'être parce que je suis pour rappeler aux gens pour lesquels on a voté qu'on a voté pour quelque chose et qu'il y a des personnes, il reste des personnes dans ce pays qui votent pour un programme. Moi notamment, j'ai voté pour un programme et après l'affaire Fillon, après l'affaire Cahuzac, je trouvais que c'était bien d'aller sur d'ajouter encore un peu plus dans la transparence parce que Hollande l'avait déjà fait. Et donc, je suis pour lui rappeler ses promesses. Je ne suis pas pour dire, comme en fait, finalement, t'étais pourri, c'est pas grave. Non, je suis pour lui rappeler les promesses qu'il a fait aux Français et lui dire, attention, on n'oublie pas. Et c'est important au cours du quinquennat, puisque justement, ce qu'on reprochait avec les Gilets jaunes, c'est qu'on ne puisse plus, une fois que le président est élu, qu'on ne puisse plus rien faire. Eh ben, je suis pour avoir encore ce droit de parole et lui dire, Coco, t'avais été élu pour ça, j'avais voté sur ton programme pour ça, donc je te rappelle, tiens ta parole. Voilà, c'est tout. Mais je ne suis pas naïve plus que ça, mais je tiens à conserver mon droit de parole et d'opposition quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Voilà, Yves, la réponse de Joël. Simplement, ce rappel sur la moralisation, il aurait pu être fait dès l'élection de Rugy au perchoir, qui était déjà quelque chose qui contrevenait à la morale, la vie publique. C'était pas des détournements de fonds, et on n'était pas dans le financier, mais on était vraiment dans un problème moral lourd, quelqu'un qui venait de renier sa signature. Oui, mais parce que c'est peut-être le problème de faire signer au candidat tout d'un coup un soutien sans faille à quelqu'un à qui finalement ils n'ont aucune. Je pense que Durugy était plus proche de Macron que de Benoît Hamon. Voilà, si on revient à la primaire. Et donc à la limite, c'est quand même mieux d'être plus fidèle à ses convictions que de respecter une signature au bas d'une page parce que c'était le mode opératoire de la primaire, non? J'en sais rien, mais on peut ça n'avait pas choqué à l'époque. Sans vouloir profiter de la situation pour accéder au perchoir. Oui, bien sûr. Voilà, il y avait sans doute de l'ambition aussi derrière, bien sûr. Merci Yves, merci. Je l'envoie t-shirt des grandes gueules du côté de Bègle. Alors comme c'est 30 km/h, il mettra du temps à arriver, mais il arrivera à Bègle. Allez, dans un instant, Mamadou sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.